Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait à la fois rêver et un peu peur. Hériter d'un appartement en Israël. Concrètement, qu'est-ce que ça implique au niveau des impôts? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Recevoir un bien immobilier en héritage, c'est souvent vu comme une chance incroyable. Mais très vite, une question un peu angoissante pointe le bout de son nez. Combien l'administration fiscale va-t-elle prendre? Est-ce que c'est un vrai cadeau ou un cadeau empoisonné? Alors, pour y voir plus clair, voici le plan de route. On va commencer par le contexte général, puis on parlera de la bonne nouvelle concernant l'impôt sur l'héritage. Ensuite, on verra où se cache le vrai défi, on découvrira une exception super importante à connaître, les 3 conditions pour en profiter, et pour finir, on verra pourquoi tout ça rend la planification absolument essentielle. Allez, on commence par le début. Quand on parle d'héritage et de fiscalité en Israël, quel est le point de départ exactement? Bon, recevoir un appartement, ça peut clairement changer une vie, on est d'accord. Mais cet événement, aussi positif soit-il, amène forcément son lot de questions. Et la plus importante, c'est bien sûr celle des impôts. Est-ce qu'on doit s'attendre à une mauvaise surprise, une facture bien salée dès que l'on reçoit les clés? Eh bien, la réponse à cette première question, c'est une excellente nouvelle en fait. Il faut savoir une chose, avant 1980, il y avait bien un impôt sur l'héritage en Israël. Mais, et c'est ça le point le plus important, cette taxe a été purement et simplement supprimée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le simple fait d'hériter d'un bien ne déclenche aucun impôt sur la succession. Attention, petit bémol quand même, il y a une condition importante. Cette absence de taxe ne fonctionne que si la personne décédée était résidente israélienne et que l'appartement est bien situé en Israël. Si le défunt résidait à l'étranger, alors là, ce sont les lois de son pays de résidence qui s'appliquent et ça peut changer toute l'histoire. La bonne nouvelle, c'est donc qu'il n'y a pas de taxe à la réception. Mais attention, le parcours fiscal n'est pas terminé pour autant. Le vrai défi, lui, il arrive un peu plus tard, au moment de la vente. On pourrait tenter de se dire, super, donc zéro impôt à payer, à faire classer. Mais ce n'est pas si simple. Le moment critique, ce n'est pas quand on reçoit le bien, c'est quand on décide de le vendre. Et c'est là qu'un autre impôt entre en scène, l'impôt sur la plus-value. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une taxe sur le bénéfice réalisé entre le prix d'acquisition du bien et son prix de vente. Il faut vraiment bien faire la distinction. D'un côté, recevoir l'héritage, ce n'est pas considéré comme une transaction, donc pas de taxe. De l'autre, vendre ce même héritage. Là, c'est une toute nouvelle opération. Et cette vente, elle, est en principe imposable. Et l'enjeu financier n'est pas négligeable. Le taux de cet impôt est d'environ 25% sur le profit. Pour que ce soit plus parlant, imaginons un appartement acheté il y a des années pour 200 000 euros et vendu aujourd'hui 600 000. La plus-value, c'est 400 000 euros. Et l'impôt, ce serait 100 000 euros. On voit tout de suite que ça peut monter très très vite. La question est donc, comment est-ce qu'on peut éviter cette taxe de 25%? Heureusement, la loi a prévu une porte de sortie. Il existe une exonération très spécifique, mais vraiment cruciale. Le principe juridique qui se cache derrière tout ça est résumé par cette petite phrase. Le bénéficiaire prend la place du défunt. C'est un concept qui peut paraître un peu abstrait, mais il est au cœur de tout le système. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça signifie que l'héritier se met, en quelque sorte, dans les chaussures du défunt. Si le défunt de son vivant avait eu le droit de vendre son appartement sans payer d'impôt sur la plus-value, alors l'héritier hérite aussi de ce droit à l'exonération. C'est aussi simple que ça. Pour savoir si on peut bénéficier de cette fameuse exonération, il y a un test très précis à passer. Un test en 3 conditions qui doivent toutes être remplies. C'est vraiment le point le plus important, alors il faut être attentif. Il faut impérativement remplir ces 3 conditions. Premièrement, le vendeur. Ce doit être un proche direct, c'est-à-dire le conjoint, un enfant ou le conjoint d'un enfant. Deuxièmement, avant de décéder, le défunt ne devait posséder qu'un seul et unique appartement. Et troisièmement, il faut vérifier que le défunt lui-même aurait pu être exonéré s'il avait vendu de son vivant. Si on a oui à ces 3 questions, alors là, bingo, l'exonération est accordée. Voilà, on arrive maintenant à la conclusion. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Pour résumer, il y a 3 points essentiels à garder en tête. 1. Pas d'impôt au moment où l'on hérite. Ça, c'est la bonne nouvelle. 2. Un impôt de 25% sur la plus-value s'applique si on vend le bien. Et 3. On peut être totalement exonéré de cet impôt, mais seulement si on remplit les 3 conditions très strictes qu'on vient de voir. Tout ce qu'on vient de dire met en lumière une chose fondamentale, l'anticipation. Rédiger un testament avec un avocat spécialisé, ce n'est pas juste une formalité administrative. C'est un véritable acte de planification stratégique qui peut littéralement éviter aux héritiers des impôts très lourds et pas mal de soucis. Et ça nous amène à la question finale,
Une question qui fait réfléchir. Au-delà de la simple transmission des biens, est-ce que la manière dont cette transmission est préparée protège vraiment les proches des conséquences fiscales? C'est une question essentielle si l'on veut protéger son patrimoine et surtout ce que l'on aime. J'espère que ce décryptage aura été utile.